d'information culturelle quand même dedans. Dis-moi moi pour que ça me remonte un peu le moral. Là, tu as les éléments, programmation saison culturelle 2020, les festivals. Je te propose, si jamais il demande, de faire sortir Claude Michel et Guy Deméra, qui étaient des historiques. Moi, je suis obligée de la partager avec mon mère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je me déshabille un peu. Oui, c'est chaud. Les contrôles ouvert sur le live en conférence. D'accord, ok. Bonsoir Isabelle. Salut toi. Ça va Poulette? Catherine, je les sors de la terrasse, je viens d'appeler. Je les bavarder sur la terrasse. Ouais, mais il en manque encore. Hein. Oui, mais c'est pas grave, ça arrivera en retard. Salut Miss Linguette. Finalement je suis là, ouais. Non, pour rien. Des bonbons. Mes chers collègues, au vu de la situation sanitaire, vous le savez, nous faisons l'objet d'un couvre-feu qui prend effet à 20h. Alors il ne concerne naturellement pas les élus et nous pourrions être amenés à prolonger notre séance au-delà. La convocation à cette séance faisant office de sauf-conduit, mais il n'en va pas de même pour le public qui est habilité ce soir, au vu de la situation, à assister à la séance et qui, en tout état de cause, devra être rentré dans ses pénates à 20h. Aussi, je vous propose sans plus tarder de commencer. Il y aura quelques retardataires qui nous rejoindront en cours de séance. J'ouvre la séance et je demande à Monsieur Saraoui, secrétaire de séance, d'assurer l'appel. Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Je vais donc vous faire l'appel et vous demander de me dire bien fort les pouvoirs qui vous ont été attribués. Gachon Loïc. Présent. Mondoloni Jean-Claude. Présent. Xurka Marilyn. Amar Daniel. Morbelli Pascal. Présent. Mersali Malik. Cuillère Nadine. Gardiol Philippe. Ataf Lalia. Port-Henri Michel. Nersessian Jean. Michel Jean-Pierre. Desclous Odette. En retard, en attendant pouvoir Jean-Claude Mondoloni. Piquet Michel. Renaudin Michel. Oulier Gérard. Okay. Absent, pouvoir Annie Bertola. Merci. Amoutere Bernadette. Michel Marie-Claude. En retard, pouvoir Jean Nersessian en attendant. Rafia Kadidja. Rosadoni Amélie. Bertola Zani. De Souza Frédéric, Rovarino Isabelle, Chauvin Isabelle, Lénert Katia, absente pour Philippe Gardiol, Gesné David, Sora Didier, Julien Mangeot, Caruso Julie, en retard, et moi, Ferral Patrick, Aliotte Xavier, Bolcha Hervé, Saint Véronique, Sanchez Philippe, Jonio Irène, oui, vous nous avez communiqué le fait qu'elle avait eu un accident de la circulation. J'espère que tout va bien pour elle. Hein, et vous... Très bien. Vous lui transmettrez nos pensées et nos encouragements. Plus prompt rétablissement. Gachet Jean-Pierre, Conchicello Martine, Borelli Christian,
Absent. C'est terminé, merci. Merci bien. Alors, avant de rentrer dans l'ordre du jour à proprement parler, vous trouverez à côté de vos micros, au-delà de quelques papillotes pour agrémenter ce conseil municipal, que vous serez courtois d'ouvrir sans bruit. C'est un défi. Une petite lanterne ainsi que le flyer qui annonce le solstice de lumière. Vous le savez, depuis plusieurs années, nous avions à l'occasion du solstice d'hiver une manifestation de rue, des spectacles, et puis depuis 2 ans, une parade des lanternes en papier qui était fort appréciée des vitrolets. Évidemment, au vu de la situation sanitaire, l'opération n'a pas pu se dérouler cette année, a dû être annulée. Nous avons souhaité néanmoins inviter les vitrolets à marquer ce solstice pour maintenir ce qu'on souhaite installer comme une tradition par l'installation aux fenêtres, au balcon, d'un point lumineux, et pour encourager les choses, on a distribué aux élèves des écoles, aux enfants des crèches, ainsi que aux seniors lors de la remise des colis, cette petite lanterne. Alors c'est pas une merveille de technologie, mais en tout cas c'était plutôt symbolique que chacun se dote des moyens complémentaires pour agrémenter cette nuit la plus longue de l'année. Voilà, ça c'était une première information. Deuxième information, vous trouverez à la sortie ou à l'entrée, sur la table qui est juste derrière nous, un agenda offert par l'association des commerçants des bords de l'étang, présidée par M. Bruno Morosini, agenda qu'ils ont réalisé avec dans une dynamique de recherche de sponsors publicitaires. Cet agenda a été apporté par M. Morosini tout à l'heure pour l'ensemble des élus. Vous le trouverez, ceux qui le souhaitent, à la sortie. Il comporte plein d'informations utiles pour Vitrolles, notamment la programmation culturelle. Voilà, je voulais vous apporter cette information. Nous devons tout d'abord valider le procès-verbal de notre séance du 2 octobre 2020. Appelle-t-il des observations? Monsieur Sanchez. Oui, bonsoir à tous. Quelques jours après le conseil municipal du 2 octobre, où vous m'avez coupé le micro, vous m'avez demandé par mail l'intégralité de mes interventions afin de les mettre justement dans le PV. Alors, je vous les ai envoyés. Ici, le mail est là. Je vous les ai envoyés et je vois que vous ne les avez pas retranscrites. Donc, je me demande pourquoi vous me les avez demandées du coup. Donc, effectivement, une partie de ce que j'ai dit n'a pas été retranscrit. Par contre, les propos de votre adjointe, qui dit en public qu'elle ne répond pas au parti que je représente, et qui représente quand même des milliers de vitroliers, ça, par contre, ça apparaît bien. Donc, nous voterons contre l'approbation du PV, du conseil municipal du 2 octobre 2020, et nous invitons l'opposition, qu'elle soit d'accord avec mes idées ou pas, c'est pas la question. Nous les invitons donc à nous rejoindre dans ce vote contre cette approbation, au nom bien sûr de la liberté d'expression. Merci. Très bien. Juste le service du Conseil de l'Assemblée s'appuie sur les enregistrements. Il vous demande votre intervention pour pouvoir compléter ce qui aurait été mal enregistré et se cantonne à retranscrire la partie qui a été enregistrée. Si votre intervention était plus longue et que vous avez été coupé par le maire, président de séance, lors de cette intervention, j'en ai le droit, s'il est logique que ces parties-là ne figurent pas au procès-verbal de notre conseil. Quant aux propos tenus dans cette assemblée, ils sont pour le coup exhaustifs, en tout cas ceux qui ont été enregistrés, quand bien même vous ne seriez pas d'accord avec ce qui est dit ou cela vous choquerait, que pour autant, ils y figureraient tout de même. J'entends bien votre position, je le soumets aux voix. Qui est contre? Donc 4. Qui s'abstient? 4. Le reste pour. Je vous remercie.
On passe au compte-rendu des décisions du maire. Il n'y en a qu'une qui concerne l'exercice du droit de préemption. Est-ce que ça soulève des questions ou des remarques? Monsieur Sanchez? Oui, donc effectivement, il y a un droit de préemption de la mairie, là, pour un local de 70 000 €. Donc on voulait savoir, pour ce local qui se trouve aux Arcades, de quel local s'agit-il? Alors, il s'agit d'un local commercial situé juste à côté du Cinéma Les Lumières, ou à proximité immédiate du Cinéma Les Lumières, à côté, qui est en vente, et au prix de 70 000 €, et que, du coup, nous souhaitons nous positionner comme acquéreur. Ça ne veut pas dire que nous l'achèterons. Je vous rappelle que le vendeur peut se rétracter s'il le souhaite. C'était le local de campagne de M. Areski, peut-être, non? Il se trouve que ce fut effectivement le local de campagne de M. Areski, parfaitement. Donc là, vous souhaitez le racheter pour plus qu'il se représente, ou comment ça se passe? Ah non, c'est sans rapport. Je pense que monsieur, et je l'espère pour lui, que M. Areski a dénoncé son bail de location de ce local. Donc il est vacant, et le propriétaire, qui n'est pas M. Areski, qui est une SCI, mais derrière cette SCI, c'est M. Amalou qui en est le propriétaire, souhaite aujourd'hui le vendre à ce prix-là, à un tiers, dont il ne m'appartient pas de communiquer ici le nom, et nous souhaitons nous substituer à cet acquéreur, considérant que dans notre stratégie de vitalisation du centre-ville, ce local peut constituer un atout. Madame Saint. Orientation économique, justement, vous comptez donner à ce local? Nous n'en sommes pas encore là. J'aimerais bien, mais nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, il n'est pas encore du tout certain que nous puissions l'acquérir. Il ne s'agit que du droit de préemption. Ça ne vaut pas utilité publique et capacité à forcer la vente. Donc si la vente se fait à ce prix-là, il conviendra de mettre en place une stratégie économique, mais sur les locaux que possède la ville dans le centre-ville, c'est bien ça qui nous manque en fait pour pouvoir mettre une stratégie en place de renforcement du tissu commercial. On ne vote pas les décisions du maire, donc on peut passer à l'ordre du jour proprement dit. Je vous demande d'intégrer plusieurs modifications à cet ordre du jour. C'est assez classique des séances de fin d'année, mais c'est un peu plus que d'habitude. Le point numéro 15, tout d'abord, est retiré suite à l'annulation des vœux de Vitropole Entreprendre. Il était prévu de leur mettre à disposition la salle où nous sommes, et ils ont décidé d'annuler leur manifestation, donc le point 15 n'a plus d'objet, il est retiré. Le point 16 est modifié, vous avez un nouveau tableau qui vous est remis sur table. Il sera traité à son point, c'est-à-dire au point 16, en milieu de conseil. Puis vous avez 4 nouvelles délibérations que nous vous proposons d'enrôler, qui relèvent de l'urgence. Je vais m'expliquer. Le point 20 s'agit d'une urgence liée à ce que je vous disais au dernier conseil, des frais engagés par les compagnies de théâtre sur lesquels nous avons trouvé un accord et qu'il convient d'honorer. Les spectacles annulés au cours de l'année 2020. Le point 21, c'est une décision modificative très mineure puisqu'elle a 0 impact de notre budget principal, mais qui vise à remettre en ordre nos comptes, alors que d'habitude on n'en a pas forcément besoin, mais pour le déménagement de la trésorerie. Ils veulent mettre tout au propre avant de partir. Le 22, il est lié au report des soldes sur les dimanches d'ouverture. Et le 23, c'est l'octroi de la protection fonctionnelle d'un élu. Et on le traitera également à son point. Des observations sur ces modifications de l'ordre du jour? Monsieur Alliot. Monsieur le maire, nous ne cautionnons pas toutes les modifications qui sont faites et qui sont proposées à l'ordre du jour de cette séance du conseil municipal. Autant de modifications sur un ordre du jour à la dernière minute constitue un dysfonctionnement sévère pour les élus d'opposition que nous sommes. C'est même un fonctionnement complètement antidémocratique. Vous entravez y compris le règlement intérieur de ce conseil municipal adopté par votre propre majorité.
Modifier un point dans un tableau que vous nous soumettez habituellement de façon globale, sans laisser la possibilité à qui que ce soit de concerter, de consulter quoi que ce soit, est un geste lâche. Nous sommes déçus que vous ne lanciez pas le débat sur certains points, et nous considérons que si Vitrolles avait eu un maire au service de tous les Vitrolais, mercredi dernier dans la Provence, nous aurions lu autre chose. Les élus du groupe Convergence ne siégeront pas cette séance du conseil municipal. Très bien. Monsieur Alliot, si vous permettez tout de même que je réponde à... Non, monsieur le maire, on fait comme vous, maintenant on s'en va. Oh, très bien, bonne soirée. Vous serez à l'heure avant 20h. Donc, ces modifications de l'ordre du jour étant seule réaction, sur pas sur le point, parce que les points seront traités. Hein. Les débats auront lieu à leur point. Donc, il n'y a pas de problème de démocratie. Monsieur Sanchez, vous avez la parole. Oui, je suis d'accord avec les élus de Convergence, effectivement. C'est pas normal qu'on nous présente des points au dernier moment. Et concernant le point 16, j'en parlerai à la délibération 16. Effectivement, on se retrouve devant le fait accompli. La délibération 16, en ce qui concerne oui. L'association ESV. On en reparlera au point 16. Très bien. Et bon, nous ne sommes pas pour la chaise vide, donc nous restons, mais je peux comprendre. Écoutez, moi, je peux tout entendre et tout comprendre. Les débats ont lieu, les sujets sont sur la table, c'est des sujets qui relèvent d'urgence et nous le montrerons au point concerné, à chaque point concerné. Il relève d'une urgence qui est intervenue pour les 4 cette semaine et il n'était pas possible de les anticiper. Dès lors, chacun prend ses responsabilités ou ses postures. Quand on a des points qui nous grattent ou qui nous gênent, je comprends qu'on quitte la salle. Allez, on passe à l'ordre du jour. Nous avons aussi une question orale qu'on traitera en fin de conseil, qui est la question de M. Sanchez. On passe au point de l'ordre du jour. Donc, point 1, finance, avis... pardon, excusez-moi, je ne suis pas du tout, pas finance. Avis dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation par la société EMRJ Demo d'augmenter la capacité de l'activité de collecte et de valorisation des déchets métalliques et le développement d'une activité de collecte de déchets apportée par le producteur initial situé sur la commune de Pennes-Mirabeau. C'est M. Saraoui qui rapporte ce point. Merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une entreprise qui récolte des déchets métalliques et qui les revend par la suite. Donc ils ont demandé une augmentation de leur capacité de collecte. L'ARS a mené une enquête et a donné un avis négatif pour des risques de substances chimiques qui peuvent être déversées. La DTM en a fait de même. Donc nous avons réuni une commission technique avec tous les membres. Nous avons décidé de refuser et de suivre l'avis de l'ARS et de la DTM, de refuser donc l'augmentation de la capacité de collecte des déchets pour cette entreprise. Des questions, des observations, Monsieur Sanchez? Oui, si je peux profiter de rajouter, effectivement, pour les vitrolets qui nous écoutent, que M. Gachet, donc mon collègue, a participé à la commission et donc avait signalé effectivement que des déchets étaient brûlés sur place, avec toute la pollution que cela engendre. Donc effectivement, nous serons pour cet avis défavorable. Très bien. Pas d'autres observations? On passe au vote. Donc, il s'agit d'être pour l'avis défavorable. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Point 2, demande de modificatif de subvention au sujet du stadium. Monsieur Amar, quelques mots. Oui, merci Monsieur le maire. Concernant cette délibération, et pour mémoire, nous avions voté le 10 juillet une délibération sur l'investissement que nous envisageons sur le stadium dans le cadre d'un partenariat avec le Festival lyrique d'Aix-en-Provence. Il s'agit dans cette délibération de réajuster quelque peu les devis. Il s'agit d'une trentaine de milliers d'euros, hein, donc ce sont vraiment des réajustements de devis. Il n'y a pas de problème particulier. Les montants et les cofinancements restent les mêmes, en tout cas les pourcentages, pas les montants. Voilà, Monsieur le maire, sur cette délibération, rien de très particulier. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. Qui est contre?
Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. 3. Autorisation relative aux dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2021. Monsieur Amar. Oui. Concernant cette délibération, à laquelle on peut associer d'ailleurs la suivante, la 4, il s'agit de donner donc autorisation de dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2021. C'est une délibération que nous prenons tous les ans pour permettre la continuité des projets qui ont été engagés et éventuellement aussi de lancer les études concernant de futurs projets. Voilà, vous avez la liste des projets qui sont concernés. Et si vous le permettez, monsieur le maire, j'enchaîne sur la 4. Bien sûr, monsieur. Idem donc pour le budget, le dernier budget annexe qui reste à notre plan comptable et qui concerne les cimetières. Des questions, des observations? Monsieur Sanchez. Oui, c'était juste pour remercier vos services qui, quand on leur demande des renseignements, ils sont toujours présents. Et voilà, je souhaitais remercier Madame Attaf et puis aussi toutes vos collaboratrices qui sont au bureau du conseil municipal. Voilà, merci à eux. Merci pour elle. Ce sera transmis aux agents qui ne seraient pas là aujourd'hui, mais je crois que tout le monde est là. Evelyne, Marilyn, Corinne et Lalia. On passe au vote sur la 3 tout d'abord. Contre, abstention, 4. Et sur la 4, contre, abstention, 4 également. Point 5, approbation des avenants numéro 3 aux conventions de gestion relatives aux compétences transférées au 1er janvier 2018 entre la métropole et la ville de Vitrolles. Monsieur Amar, à nouveau. Oui, dans le cadre de l'installation de la métropole, comme vous le savez, certaines compétences ont été transférées. Et devant la carence de la métropole à accomplir ses missions, il avait été décidé, à titre très provisoire, de retransférer ces compétences aux municipalités. C'était quelque chose qui était prévu pour 1 an. On en est, je crois, à la au 5e avenant. Voilà, donc il s'agit d'approuver l'avenant qui nous permet de continuer à assumer ces compétences. Des remarques, des observations? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Point 6, contrat de développement et d'aménagement local 2018-2020, demande de modification de subvention au département des Bouches-du-Rhône pour la tranche 2020. Monsieur Amar. Là aussi, tout est dans le titre, effectivement. Il y a une demande modificative de subvention parce que certains travaux ont été effectués un petit peu plus vite que ce qui était prévu et par conséquent, il convient de modifier les montants qui ont été alloués et les montants subventionnés dans le cadre de ce contrat de développement avec le conseil départemental. Remarque, observation, il n'y en a pas. Contre, abstention, à l'unanimité. Merci. 7. Acquisition de véhicules électriques pour l'exercice 2020. Demande de modificatif de subvention au conseil départemental. Monsieur Amar. Merci, monsieur le maire. Donc cette délibération concerne un projet d'investissement sur l'acquisition de véhicules électriques. Entre la première délibération, qui date de février, et celle d'aujourd'hui, il y a un recalibrage des besoins en termes de véhicules, et on est allé vers des véhicules un peu plus utilitaires que ceux qui avaient été prévus initialement, ce qui explique la différence entre le premier vote et le second. Des questions, des observations? Oui, monsieur Sanchez. Ouais, pour savoir si, à part le parc, vous allez renouveler le parc en voiture électrique, c'est bien. Est-ce que vous avez prévu aussi, est-ce que dans le coût, il est également inclus toute la logistique, c'est-à-dire les bornes, peut-être les batteries, location de batteries, enfin, il y a beaucoup de choses qui vont à côté. Et après, en deuxième question, que va devenir le parc ancien, entre guillemets? Est-ce que vous allez tout revendre aux enchères ou comment ça va se passer? Alors, sur le parc ancien, la procédure est très claire. Chaque fois que nous sortons d'inventaire un véhicule, il est vendu sur un site d'enchères, sauf à ce qu'on prenne une autre décision et elle est délibérée en conseil pour l'affectation, par exemple, à une association. Mais c'est marginal et c'est délibéré expressément en conseil. La règle, c'est la vente des véhicules qui peuvent être vendus sur le site d'enchères. Sur la question des équipements relatifs au déploiement
des véhicules électriques. Je ne sais pas si Mme Attaf a des... La réponse est oui. On a déjà des véhicules au CTM, donc on est déjà partiellement équipé, et on intègre l'extension de cet équipement. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité, merci. Constitution de la nouvelle commission communale des impôts directs. Monsieur Amar. Merci, monsieur le maire. Cette commission a pour mission d'assister, comment dirais-je, le service des impôts dans tout ce qui concerne l'assiette taxe foncière. Donc, ce sont des gens qui sont proposés, des gens, des personnes qualifiées. Il y a une liste qui vous est proposée. Voilà, c'est une commission qui se réunit 1 à 2 fois par an à la demande soit des impôts, soit de la préfecture, justement pour aborder ces questions. Sur les 32 noms proposés, le préfet en retiendra 16 et ce sont ces 16-là qui constitueront cette commission. Question, observation, Monsieur Sanchez. La liste, on l'a pas, enfin, je sais pas. Est-ce que la liste, elle est sur table? Non, mais on a intégré on l'a finalisé aujourd'hui, et vous avez eu mon directeur de cabinet au téléphone à plusieurs reprises à ce sujet, et on a intégré l'ensemble des propositions qui nous ont été faites. La voici, merci. De votre part et de la part de M. Borelli, ce qui permet d'avoir une liste de 32 noms. Il y avait encore des possibilités d'y ajouter des noms aujourd'hui, mais voilà. Vous voulez que je vous la lise? Non, non, ça va. Enfin, je vous remercie de nous avoir participé, puisque j'ai été contacté par votre chef de cabinet. Donc voilà, j'ai proposé 2 personnes, et donc on verra bien. Merci. Très bien. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Point 9. Convention entre la métropole Aix-Marseille-Provence, la société Autobus de l'Étang et la ville de Vitrolles relative à la mise en œuvre par la direction de la police municipale d'actions de prévention de la délinquance et de lutte contre le sentiment d'insécurité dans et aux abords des lieux de transport en commun. À nouveau, M. Amar, mais sur son autre délégation. Merci, monsieur le maire. Encore une fois, tout est dit dans le titre. Il s'agit de passer une convention tripartite qui permet à d'intervenir à titre sur et aux abords des lieux de transport. Voilà, c'est une convention qui convient de renouveler régulièrement. Remarque, observation, je m'y attendais. Monsieur Sanchez, vous avez la parole. Oui, donc effectivement, il est très important que la police municipale soit également présente dans et aux abords des transports en commun. Donc ça, on va dans votre sens, il n'y a pas de problème. Par contre, dans cette délibération, le mot « sentiment » apparaît 3 fois. Alors l'insécurité à Vitrolles, c'est pas un sentiment, hein. C'est une réalité. Alors si vous voulez lutter contre les sentiments d'insécurité, il faut faire une convention avec des travailleurs sociaux ou des psychologues. Alors heureusement, notre police municipale, contrairement à vous, est dans le réel. Hein, notre police est dans le réel. Donc nous voterons pour cette convention. Merci. Très bien. Monsieur Amar, une réaction? Des réactions, non, parce que je vois pas ce qu'on peut rajouter. Je crois qu'il y a une volonté de la municipalité d'être au plus près des citoyens et de les accompagner dans des moments comme cela. Voilà. Après, insécurité, sentiment d'insécurité, c'est un long débat, monsieur Sanchez. Je vous le laisse très volontiers. La logique de cette délibération est de couvrir l'ensemble du champ et pas simplement, si vous en tenez à l'insécurité stricte, c'est-à-dire à la délinquance stricte, ça pourrait se traduire par une intervention de la police municipale uniquement en cas de fait avéré de troubles ou de délinquance. Le fait d'introduire, je vous rends la parole juste après, monsieur Sanchez, le fait d'élargir les modalités d'intervention de la police municipale au sentiment d'insécurité justifie une intervention sans fait de délinquance ou sans problématique particulière, mais juste en présentiel et en rassurance de la population, quand bien même il ne se passerait rien. Et c'est en cela que le sentiment d'insécurité justifie aussi la prise de cette convention. Vous avez la parole, monsieur Sanchez. Non, rien de plus, mais simplement, vous dites simplement prévention, et puis ça suffit. C'est pas besoin de dire sentiment d'insécurité. Parce que alors là, pour le coup, la sécurité, c'est réel. La prévention relève d'autres professionnels,
Et ils interviennent aussi, mais les bus de l'étang sont dotés d'agents de prévention et de médiation. Ils n'auraient pas besoin de la police municipale, dont la prévention n'est pas la mission principale. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Personnel municipal, transformation de poste statutaire. Monsieur De Souza. Merci Monsieur le maire. Bonjour à tous. Le conseil municipal doit se prononcer... Autant pour moi, j'ai sauté une délibération. Je suis désolé. La 10 tout d'abord. L'indemnité de fonction des membres du conseil municipal pour l'exercice 2021. Et c'est Monsieur De Souza à nouveau. Merci. Le conseil municipal doit se prononcer annuellement sur les modalités d'indemnisation des élus. À compter du 1er janvier 2019, le décret 2017-85 du 20 janvier 2017 prévoit que l'indice majoré à prendre en compte pour le calcul de la rémunération des élus est 830. Pour l'année de 2021, les indemnités ont été calculées selon le tableau qui vous a été fourni, selon les modalités du décret cité ci-dessus et réparties conformément au tableau récapitulatif. Des observations, des questions? Monsieur Sanchez. Oui, donc je salue votre geste pour les conseillers municipaux délégués. Il y en a 18. Donc vous enlevez un peu à vos adjoints pour en donner aux conseillers municipaux. Bon, c'est bien, enfin bon, il n'y a pas rien de spécial. Enfin, je rappelle au passage au Vitrolais que les conseillers municipaux d'opposition, c'est-à-dire nous 9, enfin il ne reste plus que nous 3, puisqu'il y en a 4 qui sont partis et un qui n'est pas là, et une malheureusement qui a eu un accident. Que nous 9, nous ne touchons rien. Je pense que c'est les vitroliers, c'est important qu'ils le sachent. Et c'est important de le rappeler. Voilà, merci. Alors, oui, vous avez raison, rappelons-le. En fait, pour des communes de notre strate, et c'est pas forcément la même chose pour des communes plus grosses, les indemnités ne sont prévues que pour le maire et pour les adjoints au maire. Il n'y a pas d'indemnité prévue pour les conseillers municipaux qui ne sont ni maires ni adjoints au maire. Aucune. On peut, par dérogation, dégager une enveloppe sur les indemnités du maire et des adjoints pour des conseillers municipaux porteurs de délégation, si et seulement s'ils sont porteurs de délégation. Et donc, à partir du moment où je prends un arrêté de délégation, on peut octroyer, selon un tableau, une règle stricte, une indemnité à ces élus. La délégation du maire, la délégation de pouvoir du maire vaut, là pour le coup, automatiquement une intégration dans un pacte majoritaire. Et ça sous-entendrait qu'il n'y ait plus d'opposition. Or, manifestement, elle est toujours présente. Dès lors, il ne m'est pas possible d'attribuer la moindre indemnité, il ne nous est pas possible de délibérer la moindre indemnité pour des élus d'opposition qui ne seraient donc pas porteurs de délégation. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Je vous remercie. On passe maintenant à la 11, personnel municipal, transformation de poste statutaire. Monsieur De Souza. Merci Monsieur le maire. Donc c'est un peu le marronnier à chaque conseil municipal. Donc vous avez le tableau effectivement des différents changements de poste qui correspondent, qui peuvent correspondre à des promotions, à des mobilités ou des amenants de contrat, c'est-à-dire des augmentations, diminutions d'heures. Voilà. Des questions, observations, Monsieur Sanchez? Oui, juste pour nous assurer, en fait, est-ce que toutes les instances syndicales ont été réunies? Est-ce qu'il y a eu une commission paritaire? Est-ce que tout s'est passé Monsieur Sanchez, vous avez posé cette question au dernier conseil municipal. On vous a déjà répondu qu'en l'occurrence, il n'était pas besoin de la moindre instance paritaire pour ce type de délibération. Les instances paritaires, CAP qui va disparaître et CT, ne sont interrogées pour les CAP que sur les situations personnelles des agents. Et donc évidemment que les agents qui sont potentiellement concernés ont eu un avis conforme de la CAP, mais très antérieurement. Et quant au CT, il n'intervient que sur les CHSCT, CT, ils n'interviennent que sur les organisations des services et pas sur les évolutions du poste. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Je vous remercie. 12. Personnel communal, organisation du télétravail pour le maintien dans l'emploi et en cas de circonstances exceptionnelles. Monsieur De Souza.
Merci, monsieur le maire. Il est exposé aux membres du conseil municipal que par délibération 1760 du 30 mars 2017, il a été décidé d'expérimenter le télétravail avec un groupe restreint d'agents volontaires comprenant des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, des parents d'enfants porteurs de handicap ou gravement malades dans le cadre de la démarche de lutte contre la discrimination. Ensuite, par délibération successive, cette expérimentation était reconduite pour rendre fin le 5 février 2021. Jusqu'alors, 7 agents ont pu bénéficier de ce dispositif. Le télétravail leur a permis de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée, voire pour l'un d'entre eux, de le maintenir dans l'emploi. Ce soir, il convient désormais de pérenniser le télétravail pour ces agents, tout en prenant en considération les évolutions réglementaires, mais aussi de permettre son exercice à tous les agents municipaux en cas de circonstances exceptionnelles, dès lors que leurs missions le permettent. Il est donc proposé de pérenniser du dispositif expérimental du télétravail en conformité avec les évolutions réglementaires et de régulariser son exercice en cas de situation exceptionnelle telle que la crise sanitaire que nous traversons. Merci, monsieur de Souza. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci beaucoup. Allocation de vétérance aux anciens pompiers volontaires, c'est une délibération annuelle et on vous propose, elle est fixée pour l'année 2020 à 361,71 €. Ça concerne très peu, je crois que c'est indiqué, 5 personnes. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. 14. Vente entre la commune de la commune de Vitrolles à monsieur et madame Cano Dominique pour une parcelle cadastrée BS 200P et désaffectation et déclassement d'un délaissé de voirie. Madame Morbelli. Oui, ça reste dans le cadre de la construction du réaménagement de l'avenue de Marseille où il y avait des petites choses qui restaient, dont celle-ci, qui veut dire monsieur et madame Cano avait un terrain qui se monte à hauteur de 5 000 € sur l'évaluation des domaines où ils vont acquérir cette parcelle pour régulariser un usage déjà existant depuis fort longtemps. Voilà, monsieur le maire. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Point 15, donc il est retiré. Point 16, avance pour les associations subventionnées à plus de 23 000 €. Une présentation générale et puis évidemment une explication sur l'évolution et la présentation d'un tableau sur table. Du nouveau tableau sur table ce soir. Monsieur Gesnet. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, oui, c'est un point 16 qui est attendu ce soir, qui est assez sensible. Je vais essayer de détendre un peu l'atmosphère en vous apportant tout d'abord quelques éléments de contexte et vous verrez que la situation n'est pas si dramatique qu'il y paraît. Tout d'abord, donc en élément de contexte, ce soir, on vote bien les attributions on ne vote pas d'attribution de subventions pour 2021 ce soir. Les attributions de subventions pour les associations se votent au mois de mars, mais on statue sur les avances, et c'est ça qui est important, de subventions pour 2021. Donc les avances octroyées aux associations répondent à une charte éthique des associations, et ça, c'est très important. Les associations ont signé une charte éthique pour être éligibles à tout type de subvention. Je vous précise ça, j'y reviendrai juste après et vous allez comprendre. Concernant l'ESV, un petit élément de contexte aussi, puisque c'est ça le point qui est sensible aujourd'hui. L'espoir sportif vitrolais a obtenu quand même cette année 25 000 € de subvention. Donc, ils ont été subventionnés cette année, et là, ils ont fait une demande supplémentaire. De notre côté, il y a une certaine inquiétude qui a émergé depuis quelque temps concernant l'ESV, et nous avons certains doutes sur le projet sportif, ce qui ne les rendrait pas inéligibles à une avance de subvention dans un premier temps. Deuxième temps, les dernières déclarations mettent un sérieux doute également, les déclarations dans la presse à la Provence, c'est ce que faisait écho tout à l'heure monsieur Alliot, les déclarations dans la presse cette semaine mettent un sérieux doute quant à l'objet de cette association qui, avec ses déclarations, se positionne plus comme une association politique que comme une association sportive. Et pour illustrer ça, si vous lisez l'article, il n'y a aucune déclaration sur le projet sportif de cette association, ce qui est son objet principal, logiquement. Et encore ça, on pourrait mettre ça de côté et attribuer une avance de subvention néanmoins en mettant ça de côté. Mais il y a un troisième point qui est crucial, et je reviens là-dessus. Il y a eu un changement de présidence sur cette association.
au profit d'un agent municipal des services des sports, ce qui crée d'office un conflit d'intérêts. Et dans la charte éthique des associations que l'ESV a signée, il s'engage dans cette charte éthique à n'avoir aucun conflit d'intérêts. Donc, par conséquent, l'ESV s'est auto-disqualifié de cette avance de subvention, qui ne répond plus aux conditions nécessaires de subvention, c'est-à-dire le respect de la charte éthique des associations. Et c'est là le point essentiel, et c'est pour ça que nous avons dû suspendre cette subvention. Alors, elle n'est pas annulée, bien sûr. Alors, cette situation nécessite d'être mise à jour avant les attributions de subventions du mois de mars. Donc, vous comprenez bien que cette avance de subvention, ils pourront effectivement l'avoir en mars si l'ESV régularise sa situation et respecte de nouveau la charte éthique des associations vitrolaises. Merci, Monsieur Gesnet. Des questions, Monsieur Sanchez. Oui, vous dites que c'est pas dramatique. Enfin, c'est quand même un club de football, et pas des moindres, l'ESV, qui n'aura aucune avance pour 2021. Alors j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Oui, je suis en partie d'accord avec ce que vous avez dit, bien que cela ne nous regarde pas, puisque donc nous savons tous ici que les deux personnes qui sont visées ont participé un peu à la campagne de M. Areski. Par contre, dans ce club, il y a des enfants et il y a des familles qui ne doivent pas faire les frais de méthodes de vengeance, d'ingérence ou d'intolérance. Donc, moi, je suis pas, enfin nous ne sommes pas pour ce genre de méthode. Et voilà, ça c'est quelque chose qui nous convient pas. Donc nous nous abstiendrons. Comme c'est un groupe comme d'habitude, vous mettez tout ensemble. Hein. Toutes les associations avec des montants quand même importants, vous les mettez toutes en vrac dans une seule délibération. Donc on va être obligé de s'abstenir, alors qu'on aurait pu voter pour 99% des associations. Très bien. D'autres remarques, Monsieur Michel? Non, toujours pas. Non, ça y est, merci. c'est bon. Merci, Monsieur le maire. Ce soir, je vais rester factuel. Tout d'abord avec quelques chiffres de subvention de l'ESV. 2015, 40 000 euros. 2016, 34 000 euros. 2017, 34 000 euros. 2018, 39 500 euros. 2019, 41 500 euros. 2020, 25 000 euros. Total, 214 000 euros en 6 ans, c'est beaucoup. Bien au-delà de la moyenne des autres clubs de la région. Monsieur Vator, dans le cadre de son travail au service des sports, m'a interpellé de nombreuses fois au sujet du club. J'ai rencontré pendant 6 ans très souvent les dirigeants du club, même beaucoup plus que toutes les autres associations sportives. Je leur ai expliqué que c'était un projet sportif, je leur ai expliqué aussi ce qu'était le départ de nos enfants vers d'autres clubs, la formation des éducateurs, l'équipe 1, locomotive, rien de tout ça était dans ce club. La réponse qu'ils avaient, finalement, eux, c'était toujours « il nous faut plus de subventions, toujours plus ». Et je suis intervenu auprès d'eux, toujours avec bienveillance, écoute et diplomatie. Monsieur le maire et moi-même, nous n'avons jamais été invités aux assemblées générales du club, où généralement c'est un jour de rencontre avec les adhérents, un moment convivial de partage et de ressenti de la santé de l'association. Il y a un partenariat entre la ville et ses associations, ainsi qu'un contrat de confiance. Ni l'un ni l'autre n'a été tenu par le club et ses dirigeants. Je n'ai pas de problème, moi, avec M. Danti, M. Vator, mais j'ai un problème avec leur projet sportif. Alors oui, nous avons le droit de nous interroger et de demander au club de mettre en place un vrai projet sportif, et avec de nouveaux porteurs. N'oublions pas que c'est l'argent des vitrolais. Merci, Monsieur le maire. Merci. D'autres, Monsieur Sanchez? Oui, ça revient au même. Dites clairement que vous voulez détruire ce club. Voilà, quand on a un chien, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Après, on comprend, tout le monde a compris que c'est les
les deux personnes incriminées ont soutenu un candidat et que vous voulez les faire disparaître. Mais le problème, c'est que vous touchez des familles, vous touchez des enfants qui jouent dans ce club. Vous le comprenez? Monsieur Amar. Monsieur Sanchez, vous pouvez faire l'interprétation que vous souhaitez, alors que deux de mes collègues viennent de vous répondre de façon très claire qu'il ne s'agit absolument pas de ce qui s'est passé dans la presse, ou de ce qui est dit dans la presse, mais d'une demande qui est légitime de la part de financeurs. Vous parlez des enfants depuis tout à l'heure, mais oui, monsieur, nous sommes comptables de ce que nous faisons vis-à-vis de ces enfants. Oui, monsieur Sanchez, lorsque nous donnons de l'argent, nous sommes comptables de ce qui en est fait de cet argent. Or, c'est pas quelque chose qui est arrivé au moment des élections, c'est quelque chose qui date. Monsieur Michel vous l'a rappelé. Alors, continuez à l'interpréter comme vous le souhaitez, c'est votre droit. Moi, je souhaiterais simplement, et pour avoir eu l'honneur de porter la délégation vie associative pendant quelque temps, je souhaiterais apporter un petit complément par rapport à la charte. Parce que c'est un élément essentiel de la relation entre la ville et ses associations. Cette charte, elle a été demandée par les associations et pour les associations. Dans un but très précis, puisqu'on était dans une logique lors de ces assises, c'était de refonder le partenariat entre la ville et les associations. Et donc les associations, qu'est-ce qu'elles souhaitaient? Elles souhaitaient consolider cette relation et lui donner un caractère, réglementaire et s'inscrire dans une logique de transparence. Et donc l'idée, c'était de dire qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, on pouvait consolider cette démarche. Et ça a été très bien dit, on est bien dans un conflit d'intérêts et on n'est rien d'autre. Parce que vous avez un président d'une des plus grosses associations de Vitrolles, qui est aussi celui qui octroie les moyens municipaux aux autres clubs. Il s'agit bien d'un conflit d'intérêts, on sera d'accord au moins là-dessus. Et donc l'idée, c'était à un moment donné de normaliser ces choses-là. Et ce qui a été acté, mais par les associations encore une fois, c'est de dire, on ne peut pas avoir dans l'exécutif des associations, c'est-à-dire dans les bureaux des associations, on ne peut pas avoir des gens qui sont directement ou indirectement liés à la municipalité. Et ça concernait autant les agents municipaux que les élus. La démarche, elle s'inscrit dans cette logique au départ. Et donc, oui, cette charte, elle a été signée effectivement par le SV. Oh, ils n'ont pas signé tout de suite. Il a fallu un petit peu les rappeler à l'ordre plusieurs fois. Et si ma mémoire est bonne, il a même fallu bloquer leurs subventions pour qu'ils viennent signer. D'accord? Puisque c'était, c'était constitutif de la subvention. Si vous ne signez pas la charte, effectivement. Permettez-moi encore un mot là-dessus, ou sur un autre sujet, mais qui est à peu près le même. C'est que oui, lorsque une ville finance une association, il se crée un lien. Évidemment. Mais c'est pas le lien qui a été décrit dans la Provence. C'est un lien partenarial qui se construit sur la base d'un projet associatif, sportif en l'occurrence, qui se construit sur une équipe capable de porter ce projet. Une équipe qui est capable de s'occuper de ces enfants dont vous parlez tant. Or, qu'est-ce qu'on constate dans ce cas-là? C'est qu'aucune de ces cases n'est cochée. Et donc c'est fort légitimement que la municipalité exerce son droit de regard sur ce qui se passe dans cette association. Voilà, monsieur Sanchez, la réponse. Alors vous pourrez encore continuer à l'interpréter comme vous le souhaitez ou rester dans la logique de la presse, mais la réalité, elle est là. Monsieur Sanchez, vous avez encore la parole, et puis je conclurai sur ce point. Je ne suis pas dans la logique de la presse. Simplement, j'essaie de maintenir. Ça me désole de perdre un club. Après, vous fixez peut-être des objectifs. Vous faites comme un chef d'entreprise. Si l'entreprise ne réalise pas les objectifs que vous avez donnés, donc vous la coulez, quoi. Après, vous parlez de conflits d'intérêts, mais des conflits d'intérêts, vous en avez aussi quand vous donnez des subventions à des syndicats comme la CGT. Pour moi, c'est un conflit d'intérêts. Donc vous n'êtes pas logique. Bien. Je pense qu'il faut que vous alliez chercher la définition de ce qu'est un conflit d'intérêts, mais je vais y revenir. Je veux conclure sur ce point. Je sais que beaucoup d'élus pourraient en parler, mais je pense qu'on a fait un peu le tour des questions et des sujets. Donc je voudrais juste
conclure parce que oui, c'est une décision grave et douloureuse que de modifier cette délibération sur table. L'ESV faisait partie des associations à qui nous souhaitions allouer une avance de subvention. Et ils étaient, non pas par hasard ou par erreur, ils étaient intégrés à ce tableau après débat au sein de notre groupe majoritaire et avec des avis au sein de ce groupe majoritaire qui n'étaient pas unanimes sur la stratégie que nous devions adopter. Monsieur Michel, adjoint au maire délégué au sport, nous a convaincus de valider cette avance de subvention pour l'ESV, considérant que c'était nécessaire pour pouvoir entreprendre, poursuivre, approfondir le travail autour d'un nouveau projet sportif et d'une nouvelle équipe dirigeante qui avait commencé à l'ESV. Et l'ESV, depuis quelques mois, avait commencé également à diminuer ces problématiques de conflit d'intérêts. Monsieur Vator, dont nous parlions, président aujourd'hui du club, était sorti du bureau du club et, pour en être sans doute simple adhérent, obtempérant sur notre remarque sur les conflits d'intérêts. Et donc nous en étions là, jusqu'à hier. Le conseil municipal est parti avec cette convocation, je le redis, ça n'était pas une erreur, ça n'était pas un oubli, c'était un choix. Hier, dans la Provence, nous apprenons deux choses. La première, c'est que le président du club revendique dans la Provence de faire campagne électorale, d'avoir fait campagne électorale. Tout citoyen a le droit de faire les campagnes électorales qu'il veut. Et je n'en ai jamais fait grief à personne. Pour mémoire, les dirigeants du même ESV en 2014 s'étaient déjà engagés en soutien d'une candidate à Vitrolles. Il s'agissait de Christine Le Timolina. Ça ne nous a pas empêchés tout au long de ce mandat de continuer, du mandat passé, à soutenir l'ESV. On y a cru. Le problème, c'est de le revendiquer, de le crier haut et fort, au nom du club, en tant que président du club. Là, c'est un premier outrage, et s'ajoute à cela le fait qu'il s'agit d'un agent municipal qui, outre sa position de conflit d'intérêts, mais je reviens là-dessus juste après, se met aussi en mal par rapport à son devoir de réserve. Deuxième élément que nous apprenons hier, et il est déterminant, c'est que M. Vator, qui n'était pour nous plus membre du bureau de l'ESV, en est désormais le président. Quand je dis que nous l'apprenons hier, la notification de l'Assemblée générale qui se serait tenue le 29 octobre nous est arrivée au service des sports hier dans la matinée, attestant non seulement l'élection de M. Vator comme président de l'ESV, la sortie et la démission de M. Danti de son poste de président et d'autres mouvements au sein du bureau de cette association. Il paraît pour le moins étonnant que la ville soit tenue informée un mois et demi après la tenue d'une assemblée générale. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que pour le moment, les adhérents que je connais de l'ESV, qui ne font pas partie du bureau, ne le sont toujours pas au courant. Que leur président n'est plus Stéphane Danti, mais que c'est Charles Vator. Ça dénote un dysfonctionnement démocratique, me semble-t-il, parce qu'elle n'a pas eu lieu hier, l'Assemblée générale. 29 octobre, ça commence à dater. Et on doit prendre acte, faire nous tous, autour de la table du Conseil, comme si de rien n'était. Comme si ces déclarations
qui sortent hier dans la Provence n'existaient pas. Comme si M. Vator n'était pas responsable de la programmation dans les équipements sportifs et désormais président de l'ESV. Mais que diraient nos concitoyens qui ne sont pas à l'ESV mais qui sont sur d'autres clubs sportifs? Que diraient nos concitoyens qui sont dont les enfants sont à l'AS Repos de ce conflit d'intérêts? Nous devons, en tant qu'élus de la République, mesurer ce que ça signifie. Alors, il ne s'agit pas de sommes mirobolantes. Il n'y a pas de somme du tout en jeu, d'ailleurs. Mais il s'agit de justice, d'équité, de déontologie. Et nous n'avons pas le droit de faire comme si ça n'existait pas. Alors, vous pouvez l'interpréter comme une vengeance. Vous pouvez raconter cette histoire-là à l'envi. Je regrette vraiment, profondément, que le groupe Convergence soit sorti, parce qu'ils viennent, par là, cautionner une forme de proximité avec le club, renforcer une forme de proximité avec le club. Peut-être qu'ils se sont sentis en conflit d'intérêts, et que c'est pour ça qu'ils sont sortis. Mais, au bout du compte, je le redis, il n'y a pas de question politique, il y a une question de conflit d'intérêts. Il n'y a pas de question de vengeance, l'histoire l'a prouvé. On doit, ensemble, mesurer que dans les associations qui sont là, on en a une, pas deux, pas trois, une seule, qui fait une assemblée générale en catimini, qui nous informe la veille du Conseil qu'elle a changé de président, que le président est dans une situation manifeste de conflit d'intérêts aigu, et que il faut qu'on fasse comme si de rien n'était. Ben non, on ne peut pas faire ça. Alors ça met en danger le club. Alors vous ne pensez pas aux enfants. Voilà l'argument. D'abord, honnêtement, après une année 2020 marquée par 2 confinements et beaucoup, malheureusement, de dépenses du club qui ont été annulées, évitées, parce que les matchs ne se sont pas tenus, parce qu'il n'y a pas eu d'arbitre à rémunérer, parce que les éducateurs sportifs n'ont pas tenu les entraînements. L'ESV doit avoir aujourd'hui une comptabilité, je ne dis pas qu'elle soit excédentaire, mais en tout cas qui est moins déficitaire que les autres années. Ou alors je ne sais pas où est parti l'argent. Donc normalement, cette avance-là, pour l'ESV, elle est moins nécessaire que les autres années. Et si l'ESV est en péril à tel point que l'association est proche de déposer le bilan, alors je vous rappelle, mes chers collègues, qu'il est de notre responsabilité de ne pas verser d'argent public à une structure de droit privé, donc une association, si elle est en situation financière délicate. Tous ces éléments nous amènent à considérer une seule chose, c'est que nous avons besoin d'un club de football structuré, nécessaire. Vitrolles est un vivier pour le football. Il y a un potentiel énorme sur Vitrolles. Également féminin, Madame Morbelli, mais dans tous les domaines. Il y a un potentiel énorme sur Vitrolles. Que manifestement, nos clubs n'ont pas été en mesure ces dernières années de le révéler. Nous avons décidé, nous sommes engagés à des investissements importants pour permettre au football de progresser. Au Griffon, tout d'abord. À Carpentier, bientôt. Mais la ville ne peut pas se substituer à un club efficace. Alors, on expliquera, on discutera. On espère que l'ESV reviendra sur un certain nombre de décisions qui ont été prises et jouera la transparence complète sur sa situation financière et sur ses financements. Parce qu'il y a d'autres éléments bizarres dans cet article. Je m'interroge sur la manière dont un candidat à l'élection municipale pourrait être le premier sponsor d'un club. Premier sponsor sous-entendrait au-delà. Alors peut-être que la mairie n'est pas notée pareil. Je n'imagine pas que ce soit plus que ce que donne la ville. Mais premier sponsor du club, donc au-delà de ce que donnent les autres sponsors. Ça interroge.
à la fois sur l'économie du club et sur les comptes de campagne du dit candidat. Mais, hors sujet, la transparence. La transparence sur les financements, sur le budget, sur la stratégie, la transparence sur la gouvernance de ce club. Et j'espère, je souhaite que nous puissions revoir cette position le plus vite possible, que nous puissions, dès mars, peut-être même avant mars, pouvoir délibérer sereinement sur une subvention à l'ESV qui lui permette de persister, de se développer et d'atteindre les objectifs que la ville lui a fixés. Parce que oui, en tant que dépositaire de deniers publics, en tant que financeur, et à ces hauteurs de financement, qui, ça a été dit, sont importantes, la ville se doit de poser des objectifs et des contraintes aux associations qu'elle finance. Vous ne toléreriez pas, et nul ne le tolérerait, que l'argent public soit distribué comme ça, sans contrainte, sans contrôle. La décision est difficile, elle est prise, certes, dans l'urgence, mais avec détermination et en conscience des conséquences qu'elle peut avoir. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Le reste pour, je vous remercie. Point 17. Demande modificative de subvention à la DRAC dans le cadre du partenariat du Cinéma des Lumières et du lycée Pierre Mendès France sur la spécialité cinéma pour l'année 2021. Monsieur Jasnet, quelques mots. Oui, monsieur le maire, merci. Donc, il s'agit juste d'une modification de subvention. C'est une subvention que nous avions votée en conseil municipal du 2 octobre dernier pour le partenariat entre le cinéma Les Lumières et le lycée Mendès France pour l'option cinéma, spécialité cinéma du lycée. Donc, il y a effectivement un budget enseignant qui est légèrement majoré. Donc, du coup, la subvention s'ajuste au coût de la prestation et passe de 4 500 € à une demande de 8 800 €. Des questions, des observations? Il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Point 18, convention de partenariat avec l'association Charlie Free pour des concerts de jazz pour la saison 2021. Madame Nersessian. Merci. J'aimerais d'abord dire un petit mot sur le monde de la culture. Je pense qu'avant de faire ces délibérations qui sont toutes, bien sûr, sur la culture, je ne peux pas ne pas parler de la panique générale qui règne dans tout le monde de la culture en France. Que ce soit tous les strates de ces professions, aussi bien au niveau des habilleuses que des artistes, tout le monde est en panique. Tout le monde est en panique parce que les dates sont reportées de jour en jour, qu'on ne sait pas où on va, qu'on ne sait pas quand ça va reprendre. Le cinéma, et David est bien au courant, devait ouvrir le 15. On était prêts, on avait tout préparé, tous les gestes barrières. Au théâtre, ça devait ouvrir pour une séance pour les enfants, pour Noël. Eh bien, patatrac, tout était prêt, les barrières, le gel, les distanciations, tout, et patatrac, on recommence. Ce matin, il y avait Bachelot sur France Inter. J'espère que vous êtes nombreux à l'avoir écouté. Ça ne nous promet pas un avenir serein. On est sur des starting blocks et on est prêt à démarrer. Tout le monde est prêt à démarrer. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ouvre les magasins, on ouvre tout. Mais nous, la culture, on ne sait pas. Voilà, avant la délibération, monsieur le maire, je voulais vraiment faire un petit mot parce que c'est vraiment le mot panique n'est pas trop fort. Le monde de la culture est en panique. Merci. Pour la convention de Charlie Free, si tout va bien en 2021, et je l'espère, les concerts ont lieu souvent à Font-Blanche parce que la jauge est très importante et ils ont de plus en plus un public fidèle qui les suit. Donc, pour faciliter leur travail et la façon de recevoir le public, on leur passe souvent le théâtre de Font-Blanche. Et pour ça, il faut faire une convention pour que ce soit bien en règle. Voilà. Donc, c'est cette convention de partenariat avec l'association Charlie Free
mais sur table la possibilité de leur passer le théâtre de Fontblanche avec une convention à cet effet. Très bien. Le point 20, le point 19. Alors là aussi, le village 42, on avait organisé Maxime Le Forestier, Claudio Capéo, qui est passé à Taratata l'autre soir, et tous les vitrolets qui l'attendaient ont été bien déçus du report. Magma, là aussi, c'est pareil. Ça dit, faudra que j'essaye. Mais en tout cas, ces 3 concerts qui étaient attendus avec impatience et qui étaient déjà en vente et en pré-vente et qui marchaient bien, seront donc programmés parce que l'association Village 42 est un partenaire sérieux et on les reprogramme l'année prochaine. Voilà. Juste pour être tout à fait complet, il y a 2 concerts qui sont reprogrammés. C'est celui de Magma et de Maxime Le Forestier. Celui de Claudio Capéo est maintenu à la date qui était prévue. Absolument. Il n'a pas changé de date. Il est bien prévu en avril 2021. Si, évidemment, la situation nous le permet. On croise les doigts. Des questions pour Madame Nersessian? Il n'y en a pas. On passe au vote sur la 18 tout d'abord. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Et la 19, contre, abstention, unanimité également. Je vous remercie. On passe au point 20, qui est à nouveau pour Madame Nersessian. Je vous le disais, on vous les avait annoncés au dernier conseil. Il s'agit de solder des annulations, là pour le coup définitives, avec 2 compagnies. Les frais engagés s'élèvent à 2 465 € pour l'une, 4 420 € pour l'autre, que nous souhaitons honorer. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. Qui est pour? Ah, ça vous fait un peu de gymnastique. Pour? Levez la main. Voilà. À l'unanimité. Contre? Abstention? Abstention? 4 abstentions. Merci. Point 21. Décision modificative numéro 3 du budget principal. Monsieur Amar, vous nous en dites quelques mots, s'il vous plaît. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, la pairie de Vitrolles ferme à la fin de l'année, au 31/12, pour aller s'installer et recentrer ses services à Berre. Par conséquent, il convient de mettre à plat un peu tous les comptes, et notamment les comptes investissement. Donc c'est l'objet de cette délibération qui est une opération neutre, puisque le solde restera à 0. Voilà, donc l'idée c'est de balayer tous les comptes qui nécessitaient une mise à jour. Des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Je vous remercie. 22, pardon. Dérogation collective du maire au principe de repos dominical. Une modification de la délibération que nous avions prise il y a quelques semaines. Madame Chauvin, quelques mots. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, c'est une modification d'une délibération qu'on avait passée le 2 octobre 2020. Une dérogation au repos dominical pour la branche des commerces de détail, des hypermarchés et des centres commerciaux pour 12 dimanches pour l'année 2021, dont le 10 et le 17 janvier, qui correspondaient aux dates des soldes d'hiver. Mais le gouvernement a annoncé le report de la date nationale de démarrage des soldes d'hiver au 20 janvier. Donc il est proposé de reporter les dates de dérogation de ces repos dominicaux au 24 et au 31 janvier, au lieu des 10 et 17 janvier. Donc j'encourage à nouveau tous les citoyens vitrolais, vitrolaises à soutenir les commerces locaux. Voilà. Et je soumets cette délibération au vote. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Avant de rapporter la dernière délibération, je voudrais souligner le caractère manifestement urgent et imprévisible des délibérations que nous avons remises sur table, parce qu'elles sont toutes liées à des informations que nous avons eues dans la semaine écoulée et après l'envoi de la convocation. Je finis par la délibération 23, je crois. Il s'agit de l'octroi de la protection fonctionnelle à un élu de la ville de Vitrolles, en l'occurrence monsieur Jean-Pierre Michel. Alors c'est pas sans lien évidemment avec le débat que nous avons eu tout à l'heure, et sans le refaire, le débat, je souhaiterais dire que il n'est pas admissible qu'un élu adjoint au maire, officier de police judiciaire,
soit traitée de la sorte. Les méthodes de voyous qui consistent à enregistrer à son insu une conversation téléphonique et à s'en servir ensuite comme un élément à charge tombent sous le coup de la loi et sont une violation manifeste du secret de la correspondance. Dès lors, et nonobstant des démarches disciplinaires que la ville pourrait engager, et dont il n'est pas question de parler ce soir, il appartient à M. Michel, s'il le souhaite, d'ester en justice contre l'auteur de ces faits, et s'il souhaite le faire, la ville prendra en charge ces frais de justice, parce qu'ils interviennent dans le cadre strict de la délégation qui lui a été donnée par le maire. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur ce sujet? Oui, monsieur Michel. Oula. Merci, monsieur le maire. Jeune, on m'a enseigné des valeurs, et notamment des valeurs sportives. Toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'ai transmis ces valeurs autour de moi et à ma famille. Aujourd'hui, on m'octroie une protection fonctionnelle dans le cadre de ma fonction d'adjoint au sport, délégué au sport. D'adjoint au maire, pardon, délégué au sport. C'est une triste soirée pour le sport à Vitrolles et pour moi-même. Mais restons positifs et vive le sport à Vitrolles. Merci. Merci Jean-Pierre. Puisqu'il n'y a pas d'autres observations, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Entendu. Adopté. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Nous avons une question orale. Monsieur Sanchez, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, le 10 décembre dernier, vers 13h, le site de Fontblanche se trouvait donc envahi par un nombre imposant de caravanes, des gens du voyage. Un certain nombre de nos concitoyens se demandent comment, en période de confinement et d'autorisation de sortie de 3 heures et à moins de 20 km, cela a été possible. Alors, j'ai 3 questions. Donc la première, pouvez-vous nous confirmer qu'il a été notifié à l'ensemble de ces personnes l'amende de 135 € prévue par la loi dans le cas précis de l'urgence sanitaire? Au printemps dernier, c'était le jardin de Kifa qui subissait cet envahissement de gens du voyage. À chaque fois, vous nous dites que la municipalité intente un référé d'expulsion auprès du tribunal. Normalement, c'est au bout de 3 semaines que ces personnes quittent les lieux d'elles-mêmes. Alors, deuxième question, comment expliquez-vous que ces personnes sont restées près de 3 mois à Kifa? Et la quatrième, pouvez-vous nous assurer que les démarches d'expulsion ont été faites pour cet envahissement de Fontblanche? Et à quelle date envisagez-vous la libération des lieux? Merci, monsieur Sanchez. Monsieur Amar. Merci, monsieur le maire. Écoutez, je vais essayer de répondre à toutes vos questions, là, mais rapidement. D'abord, permettez-moi de rappeler à l'Assemblée que nous procédons toujours de la même manière en ce qui concerne les gens du voyage, c'est-à-dire qu'il y a bien un référé qui part immédiatement, dès que le constat est fait, de l'envahissement. La police municipale est particulièrement mobilisée sur cette problématique-là, et je tiens d'ailleurs à les en remercier publiquement parce que c'est pas chose facile que de courir après les gens dans la ville. Voilà, donc à un moment donné, on met en place toute une série de dispositifs parce que l'essentiel, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. D'ailleurs, ce qui a été mis en place, sur Kifa, est envisagé pour l'allée des artistes pour éviter effectivement que ça se reproduise. Ça doit se mettre en place assez rapidement. Alors, pour répondre plus directement à vos questions, d'abord, un élément de compréhension des choses, c'est que par définition, les gens du voyage sont des gens sans domicile fixe. Et que par conséquent, il est difficile de leur imputer la problématique des 20 km, même si dans le cas que vous citez, ils viennent de Berre, ils ont été expulsés de Berre, et je crois que si on compte, on ne doit même pas être aux 20 km. Mais en tout cas, il y a cette problématique-là qui se pose. La deuxième, c'est que la notification des 135 € pose la même problématique. À qui on notifie et où, ça reste très très problématique. Par contre, ce qui a été fait sur la dernière invasion,
c'est le constat d'utilisation frauduleuse des fluides. Donc ensuite avec des procédures. Concernant l'installation sur Kifa du mois de mai, comme je le disais, un référé a été déposé par la commune. L'audience a été fixée au 21 juillet 2020. Alors, les délais sont un peu rallongés par le phénomène Covid, mais aussi parce que certains en jouent, évidemment. Donc, on est confronté à une problématique de durée qui est un peu plus longue que habituellement. L'expulsion a été prononcée, les occupants ont quitté les lieux le 20 juillet. Voilà donc pour la première de vos questions. C'était la deuxième, pardon. En ce qui concerne l'envahissement du 10... Alors attendez, je retrouve mes dates, du mois de décembre, du 10 décembre. Là aussi, je vous confirme formellement qu'une procédure d'expulsion référée a été mise en œuvre, dès le lendemain d'ailleurs, suite au rapport de police municipale qui a été effectué. Et donc ces démarches sont effectuées de toute façon à chaque fois. Voilà ce qu'on peut dire sur cette procédure. Sachez, je reviens un petit peu sur la PM, la police municipale, puisque c'est dans le cadre de cette délégation que je me permets d'intervenir, que nous travaillons avec les caméras de vidéosurveillance aussi à cette problématique-là. Il y a une véritable cellule de surveillance et la police municipale intervient très très vite, mais il arrive qu'il y ait des trous dans la raquette et c'est ce qui s'est produit le 10 décembre. Voilà. Des questions, Monsieur Sanchez? Oui, enfin, juste pour un petit rajout de... Voilà, moi je suis pas contre les gens du voyage. Au passage, voilà, c'est des Français qui ont un mode de vie nomade. Nous sommes sédentaires, eux sont nomades. Le problème, c'est qu'ils s'installent de manière arbitraire. Hein, c'est une installation sauvage. Donc, après, c'est à nous, enfin, peut-être pas entièrement à la commune de Vitrolles, mais aussi aux communes alentours, avec Aix-en-Provence. Hein, je parle je voulais parler de l'aire de... Comment on appelle ça? L'aire de voyage, l'aire de stationnement des gens du voyage. Il y en a une qui se trouve au Réaltor. Voilà, par exemple, il faudrait trouver des solutions pour justement pour qu'ils puissent s'y mettre dans de bonnes conditions. Et parce qu'à chaque fois on les expulse, mais si on les expulse, ils vont revenir très régulièrement. Peut-être pour compléter l'information du Conseil, l'aire de stationnement des gens du voyage de l'Arbois, elle est plutôt elle est moins au Réaltor. Est une aire récente construite par la communauté du Pays d'Aix avant la constitution de la métropole, parfaitement bien aménagée. Je dirais pas qu'elle est très bien située, ça c'est pas vrai, mais par contre elle est parfaitement bien aménagée et est capable d'accueillir 80 familles, c'est-à-dire 160 caravanes. Elle est aujourd'hui fonctionnelle et gérée par un délégataire qui s'appelle Allotra, qui la gère plutôt correctement pour le compte de la métropole. Cette aire de stationnement des gens du voyage, elle est naturellement payante et c'est vers ces aires que les voyageurs ou les nomades doivent être amenés à s'installer, doivent être orientés pour s'installer. Il se trouve que notre département est carencé en aire de stationnement des gens du voyage, que concernant le secteur de Vitrolles, le constat a été fait depuis longtemps qu'il n'y avait pas de foncier disponible susceptible d'accueillir une telle aire de 40 places à Vitrolles, que le schéma prévoyait précédemment, le schéma départemental prévoyait précédemment une aire mutualisée avec Cabriès, que ce schéma est en train d'être revu et la proposition qui est faite, qui n'est pas encore validée, c'est d'envisager une aire mutualisée avec Marignane et Saint-Victoré dans les prochaines années. Il appartiendra à la métropole qui est compétente en la matière et là en l'occurrence au conseil de territoire de Marseille de doter, puisque c'est plutôt le territoire de Marignane qui est identifié comme étant susceptible d'accueillir cette aire, de mettre en place cette aire de stationnement. Pour ce qui concerne le territoire du Pays d'Aix, il se trouve que la présidente m'a confié au Pays d'Aix la délégation qui intègre à l'habitat, mais qui intègre aussi les aires de stationnement des gens du voyage. Le secteur de Cabriès, les Pennes Mirabeau,
doit être équipé sur la commune des Pennes-Mirabeau. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour le moment, et que les sites sont à l'étude. Il y a celui-là, il y en a d'autres. Je viens de récupérer cette délégation, je la suivrai avec attention et ne manquerai pas de vous apporter des informations complémentaires quand j'en aurai. S'il n'y a pas d'autres observations sur ce sujet, je voulais, avant de conclure notre séance, vous apporter une information. J'ai été sollicité il y a quelques jours par le Fonds arménien de France et une citoyenne vitrolaise de culture arménienne sur la situation d'urgence de la République autonome d'Artsakh, appelée également au Karabakh, et de la guerre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le formuler, qui s'y est tenue, qui s'y tient sans doute encore quelque peu, même si le bruit des canons a cessé, dans une situation extrêmement inquiétante. Cette sollicitation, elle est générale sur l'ensemble des collectivités. Elle a amené plusieurs collectivités à délibérer, notamment la métropole Aix-Marseille-Provence, et un débat, un vœu, je crois, a été formulé au Sénat à ce sujet. Je n'ai pas souhaité enrôler une motion ce soir concernant la situation de la République d'Artsakh. Tout simplement parce que nous ne pouvons émettre de vœux et délibérer que sur des sujets qui ont un fondement local. Et en l'occurrence, nous n'avons pas été saisis par une association locale, nous ne sommes pas jumelés avec une ville d'Arménie ou de l'enclave d'Artsakh. Et dès lors, il était compliqué de prendre une délibération à ce sujet. Je vous informe d'ailleurs que la collectivité territoriale de Corse l'avait fait et que sa délibération a été déférée au titre qu'elle n'était pas réglementaire et pas fondée sur l'intérêt régional ou l'intérêt territorial. Pour autant, et peut-être que le sujet reviendra si on trouvait un moyen de l'ancrer sur le territoire vitrolais. Pour autant, il me semblait important d'apporter ce débat parce qu'il est d'actualité autour de ce conseil, et peut-être donner la parole quelques instants à Jean Nersessian, qui va recevoir dans quelques jours, ou quelques semaines, peut-être après les fêtes, le Fonds arménien de France et les personnes que j'ai pu recevoir pour voir comment on pouvait travailler sur la durée. Madame Nersessian. Je m'appelle donc Madame Nersessian. Ce nom, je l'ai eu de mon mari, avec son Arménie. Pour moi, c'était jusqu'à présent un folklore. C'était les baklava, le mezze, le kochari, les fêtes de famille, les moments de convivialité, avec toujours un peu au fond de la tête ce génocide qu'avaient vécu les Arméniens, mon beau-père et toute la famille. Et là, d'un coup, on se retrouve dans la même circonstance. On se retrouve en Artsakh, dans un pays où les Arméniens vivaient là depuis une éternité. Ils sont chassés, ils sont tués d'une façon assez terrible pour une idéologie particulière. Peut-être un deuxième génocide qui se prépare. Donc voilà, on est passé on essayait d'oublier ce génocide qui nous a tant meurtris, et on revient aujourd'hui au XXIe siècle à une impression de déjà-vu, de douleur, d'incompréhension, et que tout le monde entier, et surtout l'Europe, n'ait pas plus de résonance, nous inquiète beaucoup. Voilà, c'est une note un peu pas joyeuse pour finir ce conseil, mais très sincère. Merci Mme Nersessian. Donc vous recevrez en notre nom les porteurs de ces projets de motion, en cherchant avec eux comment ce débat peut venir officiellement et avec un acte dans notre conseil municipal. Si vous le trouvez, je pense qu'on pourra avoir le débat complet. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? On la garde pour le jour où le débat viendra officiellement autour de la table du conseil. Je vais lever la séance, mais je vais vous demander de rester à vos places.
Donc la séance est levée et je voulais conclure cette séance en vous annonçant le départ prochain du directeur général des services. Je suspends la séance, enfin je lève la séance pour pouvoir lui laisser la parole puisqu'il a souhaité s'exprimer devant le Conseil et donc je lui laisse bien volontiers l'occasion de s'exprimer et je conclurai ensuite. Monsieur Marchand, si vous voulez prendre le micro de Madame Michel, elle ne vous en voudra pas. Ah, c'est mieux avec le micro, Pascal. Pas de la timidité, je vous remercie de me laisser l'occasion effectivement de dire juste quelques mots. Ça a été un honneur de travailler avec vous,